Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je vous remercie de suivre l'Assemblée générale annuelle de Selectirente. À mes côtés, à ma droite, se trouve M. Hubert Martinier, vice-président du Conseil de surveillance, et à sa droite, M. Jérôme Gromler de Sofidy, tous deux scrutateurs. À ma gauche, M. Dany Abiazar, représentant la gérance en tant que directeur administratif et financier de Selectirente Gestion, et Mme Naïké Dioutalot, secrétaire de séance. Je vous demande de bien vouloir excuser M. Pierre Vaquier, président du Conseil de surveillance, qui n'a pas pu se joindre à nous. M. Adrien Fricot, commissaire aux comptes représentant RSM Paris, représente le Collège des commissaires aux comptes. M. Régis Chemouni, commissaire aux comptes représentant KPMG, est absent et excusé. Je remercie les membres du Conseil de surveillance qui sont dans la salle. Je salue les collaborateurs du gérant Selectirente Gestion, ainsi que ceux de Sofidy, actionnaires historiques, qui sont présents et seront à votre disposition pour échanger, si vous le souhaitez, à l'issue de cette assemblée. La nouveauté de cette assemblée, comme vous le savez, c'est qu'elle est retransmise en intégralité et en direct sur le site internet de la société et sera disponible en intégralité en rediffusion sur ce site internet. Concernant la constitution du bureau, c'est en qualité de président du gérant de votre société, Selectirente Gestion, que je préside cette assemblée générale, conformément au statut de la société. Je vous rappelle que sont scrutateurs les deux membres de l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions. Si je me réfère à la liste communiquée par la Société Générale, l'actionnaire présent disposant du plus grand nombre de voix en son nom est M. Hubert Martinier, qui nous a indiqué accepter de remplir la fonction de scrutateur. Et le deuxième actionnaire présent disposant du plus grand nombre de voix en son nom est la société Sofidy, qui nous a indiqué accepter de remplir la fonction de scrutateur en la personne de M. Jérôme Gromler. Je vous propose de désigner, en qualité de secrétaire de l'Assemblée, Mme Naïké Dioutalot, à qui je passe la parole. Merci, Jérôme. Donc, la Société Générale, qui est l'établissement centralisateur chargé de l'organisation de l'Assemblée Générale, nous a communiqué l'état du quorum provisoire tenant compte des votes par correspondance et du nombre de pouvoirs alloués au président. Il résulte d'un premier relevé qui vient d'être effectué que le quorum requis pour la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires est largement atteint pour chacune des résolutions soumises aujourd'hui au vote de l'Assemblée générale. Le quorum s'établit à 95,54% des actions ayant le droit de vote contre une exigence minimale de 20% des actions ayant le droit de vote pour les assemblées générales ordinaires et 25% des actions ayant le droit de vote pour les assemblées générales extraordinaires. Je vous précise que le quorum sera, en tant que de besoin, recalculé pour chaque résolution. L'Assemblée peut donc, dans ces conditions, valablement délibérer sur toutes les résolutions inscrites à l'ordre du jour. Nous vous communiquerons les chiffres du quorum définitif juste avant le vote. Concernant l'ordre du jour, vous avez pris connaissance de celui-ci qui figure dans le dossier de convocation. Je vous propose donc de nous dispenser de sa lecture complète. Pour ce qui est des documents d'assemblée, les documents d'assemblée sont disponibles sur le bureau et sur le site internet de la société conformément à la loi. Je vous propose donc également de nous dispenser de la lecture de la liste de ces documents. Pour toute précision, les documents et renseignements prévus par la réglementation en vigueur ont été communiqués ou mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux. Je vous rappelle enfin que le document d'enregistrement universel 2024 comporte notamment l'ordre du jour, le texte des projets des résolutions, les rapports de la gérance et du Conseil de surveillance à l'Assemblée. Merci Naïké. Cette fois-ci, concernant le plan de déroulement de notre réunion,
Cette réunion se déroulera de la manière suivante. Nous ferons une présentation des activités de la société pour 2024, des résultats 2024 et des perspectives de Selectirente. Et la société n'ayant pas reçu de demande d'inscription à l'ordre du jour, de points ni de questions écrites de la part des actionnaires, nous passerons donc directement aux questions dans la salle. Enfin, vous pourrez exprimer votre vote sur les résolutions qui vous sont soumises. En introduction de cette présentation, je voulais juste vous dire que l'année 2024 a confirmé une décélération de l'inflation et une amélioration du pouvoir d'achat. La consommation des ménages, en hausse sur un an, est néanmoins restée relativement prudente, reflet d'un environnement macroéconomique encore contraint. Cette évolution globalement positive, notamment pour le commerce spécialisé, ouvre des perspectives pour 2025. Le retour confirmé des touristes, sous l'impulsion notable des Jeux Olympiques, permet de constater d'ores et déjà un impact positif sur la fréquentation des artères parisiennes et l'attrait de la clientèle internationale pour l'immobilier commercial français. Dans ce contexte, votre société a maintenu une gestion dynamique et rigoureuse de son portefeuille et a réaffirmé la pertinence de sa stratégie d'investissement dans les actifs de commerce de proximité situés en centre-ville de grandes métropoles, dont la résilience et le pouvoir de diversification ont une fois de plus été au rendez-vous. Votre société a par ailleurs réalisé avec succès une opération de refinancement de 80 millions d'euros en juillet 2024, convertie en financement durable fin octobre dernier, lui permettant de consolider sa structure financière tout en renforçant ses engagements de développement durable. Forte de cette nouvelle structure financière, votre société affiche toujours de solides fondamentaux à long terme et réaffirme ses convictions quant au commerce de proximité et à leur pouvoir de diversification, notamment en période de perturbations macroéconomiques. La société estime que l'attachement renforcé des consommateurs au commerce de proximité, conjugué à l'évolution positive des tendances de consommation et des modes de déplacement urbains en faveur des mobilités douces, sont autant d'atouts qui amènent à considérer les murs de commerce de proximité comme un investissement durable, sécurisé et performant. Je vous propose de débuter la présentation de votre société avec quelques éléments sur ses fondamentaux, sa stratégie et ses perspectives. Tout d'abord, l'ADN de la SIC. Je vous rappelle que Selectirente est la seule foncière cotée française spécialisée en commerce de proximité en centre-ville et une des seules européennes. Le gérant, Selectirente Gestion, base le développement de son patrimoine sur la qualité des actifs et sur une forte conviction portée par la résilience du secteur du commerce traditionnel de centre-ville des grandes métropoles. Enfin, en tant que société d'investissement immobilier cotée, Selectirente doit respecter des obligations de distribution et mène ainsi une politique de distribution pérenne et volontariste. Sur cette page, vous voyez que votre société a connu une forte croissance depuis l'entrée au capital de Tikehau Capital en 2018 et son renforcement en 2019. La valeur de son patrimoine a progressé de 315 millions d'euros fin 2019 à près de 580 millions d'euros fin 2024, grâce à des financements aussi bien en capital qu'en dette bancaire, permettant à votre société d'investir 325 millions d'euros entre 2020 et 2022, en pleine période de la pandémie du Covid-19. On observe un gain d'intérêt pour la classe d'actifs du commerce et le retail bashing est à présent derrière nous,
grâce à la résilience du commerce en général et des commerces de centre-ville en particulier, sous le format des boutiques, qui est le cœur de métier de Selectirente. Le commerce de proximité est au cœur de la vie des consommateurs citadins, qu'ils y habitent ou qu'ils y travaillent. Voilà pourquoi Selectirente se focalise sur des magasins ou des boutiques situées en cœur de ville, ou ce qu'on appelle en hypercentre, particulièrement situés à Paris intramuros, en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales. Car notre objectif, c'est de générer des revenus locatifs réguliers et d'optimiser la valeur et le rendement des actifs dans une perspective de détention long terme. Cette fois-ci, quelques éléments sur la stratégie et les perspectives de la société. Une stratégie de croissance duale qui n'a pas changé depuis quelques années, avec un premier axe de croissance qui est centré principalement sur le commerce de centre-ville, le savoir-faire historique de votre société. Cet axe est accompagné d'une seconde stratégie plus opportuniste et créatrice de valeur, centrée sur le phénomène de métropolisation, qui est basée sur une conviction forte qui s'appuie sur la densification et l'attractivité croissante de certaines villes centrales dans leur région. Depuis sa création, votre société a démontré sa forte résilience et sa capacité à créer de la valeur grâce au track record de ses équipes. Voici sur cette slide quelques exemples de création de valeur. Je me permets de peut-être détailler un peu plus celle qui est à droite, donc la troisième à droite. Ce sont des actifs qui concernent une grappe de locaux commerciaux situés en plein centre de Paris, rue du Louvre, dans le premier arrondissement, qui a été acquis en 2004 pour un prix d'acquisition de 2 millions d'euros. Les équipes de gestion ont renouvelé des baux en 2021, 3 baux en 2021 et une relocation en 2025. Ceci faisant que, partant d'un loyer total de 235 000 euros en 2020, le total des loyers attendus cette année est de 312 millions d'euros. Ainsi, la hausse de la valeur vénale de cet actif est ressortie à 38% entre décembre 2020 et décembre 2024, passant de 5,3 millions à 7,3 millions. Donc un bel exemple de création de valeur et d'optimisation du patrimoine et de création de valeur pour les actionnaires. Depuis sa création, Selectirente a démontré sa capacité à créer la valeur également en cédant régulièrement des actifs non stratégiques. Il s'agit d'actifs ne correspondant plus à la cible d'investissement de votre société, principalement situés en région, dans des villes de taille moyenne ou petite. L'objectif de ces plans d'arbitrage réguliers est d'optimiser le patrimoine global. À titre d'exemple, en 2024, 20 actifs ont été vendus à l'unité pour un prix global de vente de 14 millions d'euros, générant une plus-value distribuable de 1,2 € par action. Sur le marché du commerce, on constate une bonne résilience du commerce par rapport à d'autres secteurs et d'autres classes d'actifs. On a un sondage réalisé par Opinionway a fait ressortir récemment l'attachement renforcé des consommateurs au commerce de proximité. Et 75% des Français essayent de privilégier les achats dans les commerces physiques plutôt que sur Internet. C'est une tendance très lourde en France. Et parmi les nombreuses tendances favorisant le commerce de proximité en France, j'en retiendrai volontairement 3.
Le premier, c'est le concept de la ville du quart d'heure. C'est une tendance lourde qui s'installe à grande vitesse dans les grandes métropoles françaises. Deuxième tendance, le retour des enseignes étrangères et la prolifération de nouvelles enseignes qui répondent à la demande des générations Y et Z et de la Silver Génération. On a constaté une forte hausse du nombre d'enseignes étrangères nouvellement implantées en France en 2024, 91 nouvelles enseignes contre 63 en 2023. L'arrivée de nouvelles marques étrangères contribue aussi à enrichir l'offre commerciale. À l'échelle de Selectirente également, nous avons signé des baux avec des nouvelles marques étrangères comme Pink Gelac ou Odestor. Troisième tendance lourde, la fréquentation touristique dynamique soutenue par l'effet des Jeux Olympiques dans les prochains trimestres et les prochaines années, comme cela a été le cas à Londres après les Jeux Olympiques de 2012. Et on constate une reprise du tourisme international qui profite aux grandes métropoles françaises. Et tout cela crée de la valeur pour les actionnaire. La stratégie d'investissement et le positionnement de niche de la classe d'actifs des commerces de centre-ville, d'une part, et le savoir-faire des équipes de gestion permettant une résilience certaine des performances opérationnelles et financières de la société, d'autre part, ont contribué à la création de valeur pour vous, actionnaires, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous voyez sur le histogramme en haut à droite, en 10 ans, le dividende versé aux actionnaires de Selectirente a augmenté en moyenne par année de 4,3%. Sur le graphe de gauche, en haut, vous voyez le cours de bourse de Selectirente qui a très fortement surperformé l'indice IEIF des SIC françaises qui regroupe l'ensemble des foncières cotées françaises. Et maintenant, pour les perspectives 2025 que nous avons déjà publiées à l'occasion de nos communiqués de presse de début d'année, j'en retiendrai 4. Premièrement, saisir en priorité les opportunités de croissance dans un environnement propice à l'investissement immobilier. Deuxièmement, poursuivre notre politique d'arbitrage dans le cadre du recentrage de notre patrimoine et de l'optimisation de ses revenus locatifs. Troisièmement, accroître la visibilité de Selectirente auprès d'investisseurs français et internationaux. Et quatrièmement, un élément très important pour Selectirente, intensifier son plan d'action ESG. Je passe maintenant la parole à Dany Abiazar, directeur administratif et financier de Selectirente, qui va vous résumer les activités et les performances opérationnelles et financières de l'année 2024. Donc, dans la suite, je vais vous présenter les activités et performances opérationnelles ainsi que les résultats financiers de 2024. Donc, si on veut résumer l'année 2024, on peut la résumer en 6 points. Donc, le premier point, c'est la reprise des investissements. Le deuxième point, c'est la gestion locative dynamique et résiliente en 2024, que je vais détailler plus tard. La Selectirente a poursuivi son programme d'arbitrage de recentrage stratégique du portefeuille, comme Jérôme l'a mentionné, et elle a cédé 20 actifs non stratégiques de la société pour un montant de 14 millions d'euros, générant une plus-value distribuable de 5 millions d'euros, soit 1,2 € par action. En 2024 également, Selectirente a vu son patrimoine revalorisé à la hausse à plus 1,6% à périmètre constant. Quant à la structure financière, nous l'avons renforcée avec la signature d'un refinancement de son RCF qui est arrivé à échéance en février 2025. On l'avait signé en juillet 2024 pour un montant de 80 millions d'euros. Et enfin, Selectirente a poursuivi sa politique ESG et a obtenu un premier trophée en bronze de l'EPRA. Si on passe au portefeuille, donc le portefeuille immobilier direct de Selectirente, c'est-à-dire les actifs détenus en direct par la société,
se compose de près de 400 actifs. Et cela montre la granularité de ce portefeuille et qui est présent à 62% à Paris, 10% en région parisienne et 30%, un peu moins que 30% en métropole régionale, principalement à Toulouse, Bordeaux, Lyon et Marseille. Ce portefeuille est composé de 84% de commerces de centre-ville, comme c'est la stratégie de Selectirente, ainsi de 15% des bureaux de centre-ville. La granularité de ce portefeuille ne se résume pas juste aux actifs, mais également aux locataires. Selectirente possède 510 baux à fin 2024 et qui sont répartis de façon homogène sur 8 différents secteurs d'activité des locataires. Donc cette diversification est dans l'ADN et dans la stratégie d'investissement de Selectirente et nous la suivons de très près afin de garder cette stratégie et ainsi Selectirente ne soit pas dépendant d'un seul locataire ou d'un seul secteur d'activité. Quant à la valorisation du portefeuille, ce portefeuille en valeur absolue, il a diminué que de 0,2% en 2023 et 2024, principalement suite aux arbitrages, mais en même temps, il a pris de la valeur à périmètre constant de plus 1,6%, attestant la super qualité de ce portefeuille. En 2024, Selectirente était actif en termes de gestion locative, donc en termes de renouvellement des baux, des relocations ou des cessions de baux avec des spécialisations. Elle a signé 43 nouveaux baux, dont 41 en France, qui représentent une croissance de loyer annuel de 1,7%. Quant au taux d'occupation financier, il est resté élevé à 94,1% et à une moyenne de 95% depuis 2011. Et un point important, c'est qu'au premier trimestre 2025, comme nous l'avons communiqué, ce taux d'occupation financier ressort à 95,2% sur le trimestre, contre 94,4% au 4T 2024. Si on passe au loyer, les revenus locatifs ont légèrement diminué de 2%, alors qu'à périmètre constant, ils ont cru de 3%, principalement grâce à l'indexation et la relocation, partiellement contrebalancée suite aux procédures collectives à la vacance locative. Maintenant, on passe aux comptes et les résultats financiers 2024. Donc, sur la slide que vous voyez, vous avez les 9 chiffres clés importants de 2024. Si je peux le résumer en 2 chiffres clés, c'est l'ANR qui est en croissance de plus 1,1% par rapport à 2023 et elle est à 91,3 € par action, alors que le taux d'endettement moyen sur l'année est inférieur à 35% et c'est l'un des taux les plus faibles des foncières cotées européennes. Et cela donne à Selectirente une capacité d'investissement vers à peu près de 55 millions d'euros si on veut garder une LTV qui est inférieure à 40%. Et c'est une discipline qu'on voudrait respecter en interne. Si je vois quelques indicateurs de performance clés financiers, donc on voit que le cash flow net courant qui est en croissance à 4,6 € par action en 2024. Si on passe aux comptes sociaux ou les comptes établis en comptabilité française, donc le compte de résultat, vous le voyez à l'écran, il est en légère diminution de 2,7% par rapport à 2023, tout simplement suite à la légère diminution du chiffre d'affaires qui passe à 30,4 millions d'euros. Et c'est surtout suite aux résultats exceptionnels qui sont liés aux arbitrages, du fait que Selectirente a tout simplement arbitré moins d'actifs qu'en 2023. Quant au bilan, il est à 533 millions d'euros. Il faut signaler que Selectirente, en 2024, elle a remboursé tout son RCF de 10 millions d'euros qu'elle avait tiré en 2022 et 2023. Et sa trésorerie s'élève à 7 millions d'euros. Quant à la structure financière qui a été renforcée en 2024, donc en juillet 2024, Selectirente avait refinancé son RCF ou son Revolving Credit Facility qui arrivait à maturité en février 2025.
Et donc, elle l'a refinancé avec 2 lignes distinctes. Le premier, c'est un prêt hypothécaire corporate de 50 millions d'euros sur 5 ans, assorti de 2 options supplémentaires d'extension d'1 an chacune, et un nouveau RCF de 30 millions d'euros sur 3 ans, avec une option d'extension d'1 an. Suite à ce refinancement, donc la maturité de la dette s'élève à plus de 4 ans à fin 2024, et en même temps, donc, il n'y a pas d'échéance significative de la dette avant 2027. Et pour rappel, la LTV, elle est à 34,9%. En plus de cela, Selectirante a transformé ce nouveau refinancement en un SLL, donc en Sustainable Linked Loan, cela montre notre engagement et en termes de ESG, en ESG. Et ce prêt intègre des objectifs ESG liés à 3 critères de performance extra-financière. Un premier KPI qui est lié au climat, un deuxième à l'énergie et le troisième à la collecte des données. Et en plus, il y a un mécanisme d'ajustement des marges. Donc, si on respecte ou pas ces 3 KPI, la marge peut être revue annuellement à la hausse ou à la baisse. Et enfin, donc, Selectirante, pour rappel, elle a publié pour la première fois ses engagements en termes de politique ESG en 2023 sur l'année 2022. Et ces objectifs comprennent 12 objectifs mesurables et quantifiables fixés par Selectirante dans sa charte. Et chaque année, Selectirante renouvelle et met à jour cette charte. Et en 2025, nous l'avons publié en avril 2025 sur l'année 2024. Et voilà, si je veux détailler un objectif, c'est que Selectirante s'est engagé à poursuivre des investissements dans des actifs à proximité de solutions de mobilité douces ou respectueuses de l'environnement. Et à ce jour, en fin 2024, on a 99,6% des actifs qui sont situés à moins de 500 mètres des transports publics et des accès de mobilité douce. Ensuite, je laisse la parole à nos commissaires aux comptes. Monsieur Adrien Fricot, qui va représenter le Collège des commissaires aux comptes et nous présenter. À tous, mesdames, messieurs les actionnaires. Donc, comme le précisait Jérôme, au nom du Collège des commissaires aux comptes, RSM et KPMG, je vais vous rendre compte de nos travaux pour la revue des comptes clos au 31 décembre 2024. Je vous propose de présenter les points essentiels de nos rapports et pas vous faire une lecture exhaustive. Donc, le rapport sur les comptes annuels. Notre rapport a été mis à votre disposition dans le cadre de la présente Assemblée générale et figure notamment à la page 165 du document d'enregistrement universel. Nous vous rappelons que nos travaux d'audit ont pour objectif d'obtenir une assurance raisonnable sur la sincérité et la régularité et une image fidèle des comptes et que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. Les comptes annuels clos au 31 décembre 2024 et établis selon le référentiel comptable français ont été certifiés sans réserve et sans observation, avec pour seul point clé de l'audit la valorisation du patrimoine immobilier. Dans ce rapport, et conformément à la loi, nous avons également procédé à la vérification de la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion, ainsi que dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous avons également émis un rapport spécial sur les conventions et engagements. Ce rapport précise qu'il n'y a pas eu de nouvelles conventions et qu'il n'y a pas eu d'anciennes conventions qui se sont poursuivies au cours de l'exercice 2024. Nous avons également émis d'autres rapports au titre de la partie extraordinaire de la présente Assemblée générale. Donc un premier rapport au titre de la 18e résolution qui porte sur la délégation de compétences à accorder à la gérance sur la réduction de capital. Nous nous sommes assurés que les causes et conditions de la réduction de capital envisagée ne sont pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Nous avons également émis un autre rapport qui couvre plusieurs résolutions sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et ou suppression du droit préférentiel de souscription.
Il s'agit des résolutions 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28. Pour la plupart de ces opérations, votre gérant vous propose de lui déléguer pour une durée déterminée et selon différentes modalités le pouvoir de procéder à ces opérations. En synthèse, nous n'avons pas d'observation, hormis l'observation technique classique, qui précise que le rapport de la gérance ne précise pas les modalités définitives de mise en œuvre de ces délégations, notamment la détermination du prix d'émission des titres. Il est à noter que pour certaines résolutions, les conditions définitives dans lesquelles les opérations soient réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et nous établirons un rapport complémentaire le cas échéant lors de l'utilisation de ces délégations par votre gérant. Voilà, j'en ai donc terminé avec le compte-rendu synthétique de notre mission et je vous redonne la parole. Merci bien, Monsieur Fricot. Nous allons passer cette fois-ci à la présentation des projets de résolution. Je vais les présenter en résumé. Elles étaient incluses dans votre convocation et également se trouvent en partie 9.5 du document d'enregistrement universel. Oui, je vais lui donner la parole. Vous voulez parler maintenant? Non, non, allez-y. Non, non, que vous avez prévu. Alors, première grappe de résolution, donc dans l'Assemblée ordinaire, celle qui se rapporte à la gouvernance de Selectirante. Ce sont des résolutions se rapportant à la rémunération des mandataires sociaux et de la gérance, la rémunération globale allouée au conseil de surveillance, en quatrième résolution, à savoir 70 000 €, identique à celle de l'année dernière. Et pour les cinquième et sixième résolutions, la politique de rémunération pour l'année 2025 de la gérance et du conseil de surveillance, sans changement depuis sa mise en œuvre en 2021. Je me rends compte que j'ai sauté les premières résolutions, donc je reviens en arrière. Voilà. Il s'agit donc des résolutions relatives à la clôture de l'exercice, résolution numéro 1 à 3. D'abord, l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui fait ressortir un bénéfice net comptable de 18 054 169 €. La deuxième résolution, c'est la société qui a décidé de proposer le versement d'un dividende de 4,10 € par action au titre de l'exercice 2024, en augmentation de 2,5% par rapport à celui de 2023. Troisième résolution concerne les conventions réglementées. Notre commissaire aux comptes les a déjà commentées. Donc je reviens aux résolutions concernant la gouvernement d'entreprise. J'ai déjà commenté les résolutions 4 à 6, donc je passe aux résolutions suivantes. D'abord, l'approbation des informations mentionnées dans le rapport du Conseil sur le gouvernement d'entreprise en septième résolution, et également l'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2024 à la gérance et au président du Conseil de surveillance, la neuvième résolution. Je passe la parole à Hubert Martinier, vice-président du Conseil de surveillance, qui va vous résumer le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, dont l'intégralité se trouve en section 9.4 du document d'enregistrement universel. Page 197. Et le Conseil de surveillance vous présente tous les ans plusieurs rapports. Le premier, qui est celui qu'on vous présente oralement le plus souvent, est celui général sur l'activité de l'exercice. Cette année, qui consiste principalement à reprendre des informations données par la gérance, et à dire toute la confiance que nous avons en elle. Cette année, on va faire un focus plutôt sur le rapport du Conseil de surveillance sur la gouvernance d'entreprise.
Pour vous rappeler que la société est gérée par Selectirante Gestion, qui est donc dans le cadre d'un mandat à durée indéterminée et qui est une société qui exerce son activité uniquement pour la gérance, exclusivement donc pour la gérance de Selectirante Gestion. Sa rémunération est composée de plusieurs éléments. D'une part, un montant de 0,40% calculé sur l'actif brut réévalué de la société. D'autre part, une commission d'investissement de 2,5% sur l'ensemble des acquisitions immobilières réalisées par la société. Une commission d'arbitrage également, donc à l'occasion des ventes, qui est de 0,50% sur le montant des ventes d'actifs. Par ailleurs, la société Selectirante Gestion perçoit un préciput de 10% des dividendes qui sont versés. Il faut préciser également qu'en cas de révocation, Selectirante Gestion a droit à une indemnité, si on peut dire, qui représente approximativement, qui est composée de plusieurs éléments, qui représente approximativement une année de sa rémunération hors préciput. La gérance est composée c'est une petite société qui est composée de 4 personnes et 4 salariés, dont Jérôme qui vous a présenté le principal de l'activité, mais la gestion de notre patrimoine demande beaucoup plus de travail et une partie de ce travail est déléguée à Sophie Di, dont la mission couvre notamment les prestations de conseil et d'assistance dans la négociation et l'exécution des opérations, d'assistance dans la gestion des biens immobiliers et du property management et des services de comptabilité et de l'assistance juridique. Le rapport, en page 198, vous donne le détail de la rémunération qui a été perçue cette année par Selectirante Gestion. Alors, le conseil de surveillance, lui, est composé de 12 membres, qui sont les représentants, d'une part, principalement des associés, que ce soit Tikeo, qui est l'actionnaire principal, des institutionnels et quelques investisseurs privés. Le montant de la rémunération du conseil de surveillance vous a été donné tout à l'heure par Jérôme, il est de 70 000 €. Vous allez être appelé à le voté tout à l'heure de nouveau dans la 9e résolution. Ces jetons sont répartis en fonction de l'activité des différents membres au sein du Conseil, en particulier leur participation au comité que je vais développer tout à l'heure, étant précisé également que les personnes qui sont membres du conseil de surveillance et qui viennent de Tikeo ne perçoivent pas de jetons de présence au titre de Selectirante. Il y a 2 comités qui ont été créés. D'une part, un comité d'investissement qui est composé de 3 membres, dont un extérieur, enfin 2 membres du conseil et un membre, 3 membres du conseil, excusez-moi, qui se réunit à la demande du président du conseil de surveillance ou de la gérance, mais qui n'a pas eu l'occasion de se réunir cette année parce que les critères qui sont retenus pour sa consultation formelle sont assez élevés en termes d'investissement, puisque c'est pour les investissements d'un montant supérieur à 10% de la valeur réévaluée du patrimoine ou de désinvestissement de 15%. Et ça fait plusieurs années que ça n'a pas lieu de se trouver. Et de la sorte, le comité d'investissement se réunit peu souvent et a un peu une fonction et seulement, j'allais presque dire, le champ d'enregistrement des opérations qui ont déjà été réalisées ou qui sont vraiment dans les tuyaux sur le point d'aboutir. Le 2e comité qui a été constitué est le comité d'audit et des risques. Il est constitué là aussi de 3 membres du conseil,
Ces missions sont de suivre le processus d'élaboration de l'information financière, de suivre l'efficacité du contrôle de la société, du contrôle interne, pardon, et de la gestion des risques. Et il suit la réalisation des travaux du commissaire aux comptes dans la réalisation de leur mission. Et dans ce cadre-là, un des points particuliers sur lesquels on a été amené à interroger les commissaires aux comptes portait sur la valorisation du patrimoine et des expertises, puisque c'est un des points qui est quand même clé dans la détermination du résultat. Voici ce que j'avais à vous dire pour résumer ce rapport que vous retrouverez donc en page 198 du rapport. Merci bien Hubert pour ce... Merci bien Hubert pour ce résumé. Je poursuis donc la présentation des projets de résolution avec une troisième slide sur le gouvernement d'entreprise et donc le renouvellement des mandats de 7 membres du conseil de surveillance, à savoir la société Sofidiane, M. Philippe Labouret, M. Hubert Martinier, Mme Dominique Dudan, la société Pléiade, la société Capimo et la société Sogecap. Toujours de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire, le renouvellement du programme de rachat d'actions de la société, dans les mêmes termes que ceux approuvés lors de la présente Assemblée, avec des objectifs inchangés, un prix maximal de 120 € par action et un volume ne dépassant pas 10% du nombre d'actions composant le capital. Passons aux résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. Alors, de la 18e à la 28e résolution, il s'agit du renouvellement de toutes les délégations financières présentées à l'Assemblée générale de l'année dernière, en réduisant les plafonds de 50 millions à 33 millions d'euros en nominal et de 300 à 200 millions d'euros d'émissions de valeurs mobilières ou de titres de créance. Également de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, c'est la modification des statuts sur 2 points. Le premier, c'est la modification des modalités de délibération au sein du conseil de surveillance. Et le deuxième, c'est la modification des modalités de participation des actionnaires aux assemblées générales. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ces résolutions. Je vous rappelle que la société n'a pas reçu de questions écrites d'actionnaires. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, je vous remercie de votre attention et je déclare donc la discussion ouverte aux actionnaires présents dans la salle. Nous vous mettons à disposition un micro pour répondre à vos questions portant sur l'ordre du jour. Je me permets d'insister sur la nécessité d'indiquer votre nom et qualité bien distinctement. Les autres actionnaires vous en seront reconnaissants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On m'entend ? Jean-Marc Péter, Sofidy, on se connaît bien. C'est juste une remarque. J'ai réagi ce matin en voyant que les services statistiques de l'État ont publié les derniers chiffres en matière d'inflation. Ils sont très en deçà de ce qui était prévu. En l'occurrence, aujourd'hui, on a embarqué une inflation qui est inférieure à 1%, qui est de 0,7% sur un rythme annuel. Par ailleurs, nous dit-on, les salaires continuent d'augmenter à un rythme supérieur à celui de l'inflation. Dans quelle mesure est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Selectirente ? Parce que quelque part, un gain de pouvoir d'achat, c'est plus de chiffre d'affaires pour les commerçants, au regard, par ailleurs, d'un environnement qu'on sait assez tumultueux, volatile et incertain. Comment est-ce qu'on se projette
cette année et les années qui viennent? Alors, c'est une très bonne nouvelle en termes de pouvoir d'achat et donc de consommation des ménages. On l'a vu l'année dernière, la consommation des ménages a augmenté de 0,9%. On la prévoit un peu plus élevée cette année. Maintenant, concernant l'inflation qui était bien haute pendant la période du Covid, et donc les mesures de ralentissement de cette inflation ont été posées par la Banque centrale européenne, il est clair que 0,7% n'est pas forcément favorable en général à l'investissement immobilier. Vous savez que tous nos baux sont indexés par rapport à des indices qui sont plus ou moins proches de l'inflation. Maintenant, cette inflation est également liée à des baisses de taux d'intérêt qui sont intervenues maintenant depuis 12 mois, depuis que la BCE baisse ses taux. Donc c'est vrai que c'est une situation assez particulière au niveau économique, mais nous surveillons de très près ces indices et sommes certains que dans notre politique de croissance, ces indices auront un impact dans les rendements immobiliers qui nous seront proposés à l'investissement. Et on le voit déjà dans les quelques investissements que la société a réalisés, les rendements immobiliers sont plus élevés en rendement immédiat qu'il y a 2 ou 3 ans. À périmètre constant, je pourrais vous donner par exemple un exemple d'un actif que nous avons acquis rue du Commerce récemment et qui est loué à une belle marque française de chaussures de luxe avec une vitrine de 15 mètres de large, ce qui fait une très belle boutique. Nous l'avons acheté à un peu plus de 5,5% et nous savons que nous avons un upside sur le loyer, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'augmenter ce loyer au cas, par exemple, où ce locataire part ou en cas de renouvellement du loyer après son échéance. Et par comparaison, nous avons vendu dans la même rue, à quelques dizaines de mètres, il y a 3 ans, un actif de bien moindre qualité, un rendement de 4,2%. Vous voyez, donc l'un dans l'autre, beaucoup de ces ratios ou de ces indicateurs financiers macroéconomiques qui jouent bien évidemment plus ou moins dans le bon sens pour l'investissement immobilier. En tout cas, cela ne nous empêche pas du tout de poursuivre notre croissance cette année. D'autres questions d'actionnaires dans la salle ? Ok. Eh bien, je propose de clore les débats sur les questions et maintenant de passer au vote des résolutions. Nous allons mettre aux voix les résolutions proposées dans le texte qui figure dans le dossier de convocation. Je vous propose de nous dispenser de la lecture complète du texte des résolutions qui vous ont été présentées et dont chaque actionnaire présent a reçu une copie. Alors, première résolution. Qui s'abstient? Ah, j'ai oublié de vous donner, de vous communiquer le quorum, j'en suis désolé. Et donc, le quorum définitif de cette assemblée ressort à 95,608%, représenté par 28 actionnaires. Alors, je reprends le vote des résolutions. Première résolution, qui s'abstient, qui est contre? Je peux prendre, je peux répéter l'intitulé, mais ok. Alors, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2024, qui s'abstient, qui est contre? Ok. Deuxième résolution, l'affectation du résultat de l'exercice
le transfert de réserve et la distribution. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Troisième résolution, l'approbation des conventions visées à l'article L226-10 du Code de commerce. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Quatrième résolution, la fixation du montant de la rémunération globale allouée au conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Cinquième résolution, l'approbation des éléments de politique de rémunération applicables à la gérance pour l'année 2025. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Sixième résolution, l'approbation de la politique de rémunération applicable au conseil de surveillance, cette fois-ci pour l'année 2025. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Septième résolution, l'approbation des informations mentionnées à l'article L222-19 du Code de commerce, présent dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Huitième résolution, l'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2024 à la gérance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Neuvième résolution, l'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2024 au président du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Dixième résolution, le renouvellement du mandat de la société Sophie Diane en qualité de membre du conseil de surveillance. Sophie Diane qui est ici représentée dans la salle. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Onzième résolution, le renouvellement du mandat de M. Philippe Labouré en qualité de membre du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Douzième résolution, le renouvellement du mandat de M. Hubert Martinier, ici présent. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 13e résolution, le renouvellement du mandat de Mme Dominique Dudan, en qualité de membre du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 14e résolution, le renouvellement du mandat de la société Pléiade, en qualité de membre du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 15e résolution, le renouvellement du mandat de la société Capimo, en qualité de membre du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 16e résolution, le renouvellement du mandat de la société Sogecap, en qualité de membre du conseil de surveillance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 17e résolution, l'autorisation à donner à la gérance à l'effet d'opérer sur les actions de la société. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Cette fois-ci, nous sommes donc dans la partie des résolutions de l'Assemblée à caractère extraordinaire. Donc l'autorisation dans la 18e résolution à donner à la gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 19e résolution, la délégation de compétences à donner à la gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription, donnant accès au capital de la société ou à l'attribution de titres de créance. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 20e résolution, la délégation de compétences à donner à la gérance à l'effet de décider de l'émission d'actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription et dans le cadre d'une offre au public autre que celle visée à l'article L411-2 du Code monétaire et financier et donnant accès au capital de la société.
Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 21e résolution, la délégation de compétences a donné à la gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et ou de titres de créance, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée à l'article L411.2.1 du Code monétaire et financier. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Martinier est contre. « 22e résolution, délégation de compétences à consentir à la gérance pour une durée de 18 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L225-138 du Code de commerce. Qui s'abstient? Qui est contre? M. Hubert-Matinier est contre. 23e résolution, autorisation à donner à la gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. Qui s'abstient? Qui est contre? M. Hubert-Matinier est contre. 24e résolution, la délégation de compétences à donner à la gérance à l'effet de décider l'augmentation de capital social par incorporation de primes, de réserves, de bénéfices ou d'autres sommes dont la capitalisation serait émise. Qui s'abstient? Qui est contre? 25e résolution, la délégation de compétences à donner à la gérance à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 26e résolution, la délégation de compétences a donné à la gérance à l'effet de décider l'émission des actions ordinaires et ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas d'offre publique initiée par la société. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 27e résolution, la délégation de compétences a donné à la gérance pour une durée de 18 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières, donnant accès à des titres de capital à émettre de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées, délégation à la gérance du pouvoir de les désigner. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Martinier. Merci. 28e résolution et la résolution du plafond global des augmentations de capital. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La 29e résolution concerne les modifications des statuts et des articles 10.3.2 et 11.1 des statuts. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et la 30e résolution concerne les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales. Cette Assemblée générale est désormais close. Nous vous remercions vivement de votre participation. Les résultats complets seront mis en ligne sur le site de la société demain au plus tard. Et vous êtes conviés à rester dans la salle pour poursuivre la discussion de manière conviviale autour d'un cocktail. Merci beaucoup et bonne fin de journée.